ce 13e épisode du Monde de Donald, un épisode véritablement tout à fait exceptionnel puisqu'on a le plaisir d'avoir comme invité Alain Soral. Bonjour Alain. Bonjour à toi Alexis. Eh bien écoute, on est ravis parce que tu sais, Donald Trump, ça fait maintenant un peu plus de 15 mois qu'il est au pouvoir. Dans un peu plus de 5 mois, il y aura les mi-termes. Donc on est vraiment à une période tout à fait singulière où on s'est dit c'est le bon moment pour faire un premier bilan. Alors, premier bilan, Alain, avec toi, ça va nous permettre d'un petit peu de voir ton ressenti sur le président américain. Premièrement, Trump avait promis de s'attaquer au Deep State. Est-ce que tu penses qu'il a réussi son objectif vis-à-vis du Deep State? Je veux pas être malhonnête, il me semble pas, non. Il me semble que le Deep State l'a rattrapé. Ou alors, si on est un peu complotiste, on peut dire que la manière dont il s'y soumet de manière si visible serait une manière de le dénoncer d'une certaine manière. Mais bon, on a plutôt l'impression que Trump, en fait, de ce point de vue-là, a trahi ses promesses électorales, hein, et que finalement, il a rejoint l'Empire, comme on dit. Ce qui veut dire d'ailleurs que il est quand même dans la position d'un président des États-Unis qui essaye coûte que coûte de défendre les intérêts des États-Unis, mais les États-Unis compris comme un empire prédateur, hein. Et de ce point de vue-là, il a doublement trahi ses promesses électorales puisqu'il s'est, on va dire, soumis au Deep State et qu'il est sorti de sa ligne où il voulait, je dirais, remoraliser le capitalisme américain avec de la réindustrialisation, sortir des manipulations avec l'UCED, etc. Et en fait, tout ça, j'ai l'impression qu'il a vu très vite qu'il n'avait pas les moyens de le faire, ou alors qu'il y avait trop de pression et qu'il n'avait pas suffisamment de pouvoir. Et finalement, il est le président d'une Amérique en crise, qui est en train de perdre sa suprématie mondiale, qui avant cette suprématie venait quand même de sa puissance économique. Si on regarde ce qu'elle pesait après-guerre, elle pesait en 45 ce que pèse aujourd'hui la Chine, hein, on va dire à peu près, hein. Et on voit qu'en fait, il se sert des outils qui restent à la disposition de la puissance américaine, et cet outil est essentiellement la puissance militaire et la menace militaire pour maintenir par la force ce qu'ils ne peuvent plus maintenir par la paix du doux commerce, hein. Je pense que c'est à peu près ça, si on veut faire une analyse avec un peu de recul. Voilà. Ce qui veut dire que c'est pas un mauvais président américain en réalité. Mais par contre, par rapport au mondialisme, il est totalement sorti du projet qui pouvait penser que on allait avoir un nouveau Potsdam, un nouveau partage du monde un peu, je dirais presque post-guerre d'une certaine manière, avec ce rêve que moi j'ai toujours, parce que je suis un optimiste, de partage du monde rationnel entre les trois grands, ou même les quatre grands avec l'Inde. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans, hein. Ça c'est sûr. Alors, j'ai une question, Alain. Finalement, à t'écouter, la question, c'est est-ce que Donald Trump n'a pas réalisé son projet de vaincre le Deep State, c'est-à-dire est-ce qu'il a essayé mais il n'a pas réussi, ou est-ce qu'il s'est soumis, je dirais plutôt avec un esprit de servage? Bah là, la question de savoir à quel point il est menteur ou pas, moi, je le trouvais assez crédible dans son ton, dans son parcours. Un type qui est riche, qui se fait élire déjà un peu par surprise, qui se fait voler sa réélection, et qui, au lieu de comprendre le message et de retourner jouer au golf, se bat pour être à nouveau réélu. C'était quand même quelque chose qui inspirait un peu confiance. Son équipe aussi, je rappelle, avec l'héritier Kennedy, qui était c'était un symbole très fort. Il s'est quand même attaqué au LGBTisme, c'était quelque chose de fondamental, hein. C'est de l'anthropologie, la différence des sexes, c'est à la racine de tout. Donc on était en droit d'espérer. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte non seulement qu'il se soumettait au Deep State, mais qu'en fait que finalement le Deep State l'avait toujours relativement financé, voire remis en selle quand il a eu, parce que c'est quand même un joueur de poker et un gérant de casino qui, partant d'une fortune immobilière familiale, a fait plusieurs faillites. Et il y a plutôt une démarche de joueur de poker, hein. C'est un aventurier du capital. Et là, se rend compte quand même que derrière lui, il y a toute une ribambelle de puissance d'argent qui ne sont pas du tout une coupure radicale avec ceux qui d'habitude contrôlent la politique par l'argent. On voit exactement les mêmes,
la veuve Adelson, et avec un tropisme, je suis obligé de le faire remarquer, assez communautaire, pour pas dire le mot, tu sais, qui fâche. Et là, de ce point de vue-là, est-ce qu'il a toujours été ce bonhomme-là? Est-ce qu'il a essayé de s'en émanciper? Parce que de toute façon, c'est une relation qui est assez mondiale aujourd'hui. Cette communauté est très puissante et tout le monde est obligé de passer par elle, mais on sait très bien qu'il y a des tas de gens qui aimeraient en même temps s'en émanciper. Donc c'est pas est-ce qu'ils sont avec ou est-ce qu'ils sont contre. Tout le monde fait avec, mais est-ce qu'il y en a qui font avec en ayant renoncé à essayer à un moment donné de s'en émanciper, ou est-ce qu'ils font avec l'espoir de marquer des points? Et c'est là où il y a une inconnue chez Trump, parce que sa manière de se soumettre à cette communauté, notamment sur la question clé qui est la question israélienne, fait finalement fait beaucoup avancer l'agenda, je dirais, je vais pas employer le mot antisémite, mais l'agenda, on va dire, antisioniste. Donc on ne sait pas si c'est une stratégie ultra intelligente de sa part de se soumettre pour se libérer d'une certaine manière, de manière caricaturale et bien plus visible encore que du temps on va dire, de Obama, ou si on veut prendre un marqueur assez précis. C'est très difficile à dire. Il y a des gens qui me disent, des gens qui pensent, qui m'ont dit Trump est supérieurement intelligent et il a une stratégie incroyablement intelligente. Puis d'autres qui me disent il est à moitié dingue. Finalement, il est là pour faire du pognon, lui et ses proches. Et tout ça est crédible. Et franchement, bien malin qui peut dire la vérité ultime sur Trump, sur sa trajectoire zigzagante depuis qu'il a été réélu. Et moi-même, en ce moment, je suis un peu, je bats un peu ma coulpe. Je veux dire, j'écoute un peu tout le monde, je regarde. J'essaye, par contre, il y a moyen de tirer, par contre, un peu à la Todd, un enseignement de ce qu'il fait par rapport à quelque chose, c'est qu'est-ce qu'il peut faire. Et en réalité, on voit bien qu'il joue avec un clavier où il y a assez peu de touches, en réalité. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, c'est presque de manière hegelienne, tu vois, c'est que Trump, en fait, est placé par l'histoire à un moment précis, et en fait, il a une marge de manœuvre assez étroite. Et finalement, qu'est-ce que ferait un autre président que lui? Bon, sur la forme, ça serait sans doute très différent, mais sur le fond, si l'Amérique veut rester la première puissance mondiale et qu'elle veut pas, elle veut essayer de se maintenir coûte que coûte, est-ce que quelque part, ce pouvoir américain pourrait faire vraiment autre chose? C'est ça la question. C'est ça la question. Ça, c'est intéressant. Alors, dans ce que tu présentais, notamment sur sa relation avec Israël, là, on voit Elon Musk en visuel. En fait, Trump s'est fâché ou s'est brouillé finalement avec quasiment tout son cercle proche ces derniers temps. Il n'y a plus aucune personne de son premier mandat qui est encore autour de lui. Et on voit autour de Trump cette communauté dont tu parlais avec justesse, son gendre, son conseiller bras droit qui va négocier la paix à gauche, à droite, sans jamais l'obtenir. Et puis, effectivement, ces cercles d'affaires, on le voit en Chine, Trump est parti avec 50 businessmen américains. On a quand même une impression que le business et je dirais le communautarisme sont deux clés majeures de ce mandat de Trump. Oui, ce que démontre la politique états-unienne actuelle, c'est qu'il y a, comment dirais-je, un être collectif qui tient l'Amérique par l'argent. Mais là, il faudrait revenir presque à Henry Ford, qui dit bien qu'il y avait une lutte à l'intérieur des États-Unis dans l'immédiate après Première Guerre mondiale entre le capitalisme entrepreneurial protestant, qui est un capitalisme qu'on peut critiquer, mais qui est le capitalisme de la production, et puis la montée d'un capitalisme financier qui lui est purement financier et virtuel, qui était en train de prendre le dessus et dont le marqueur n'était pas le protestantisme mais un certain judaïsme, ce qui est indéniable. Et aujourd'hui, en fait, cette lutte qui était interne à l'Amérique dans les années 20 est devenue la lutte entre la Chine et les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis sont totalement dans le capitalisme financier et ne tirent leur pouvoir depuis je sais pas, on peut remonter à ça aux années 70, au virage des années 70, que de la dérive financière, et ils sont face finalement à un capitalisme qui incarne, je dirais, justement le capitalisme sérieux, qui est le capitalisme de la production. Et aujourd'hui, ce capitalisme production contre le capitalisme de la finance, c'est plus une lutte interne aux États-Unis comme sous Henry Ford,
mais c'est la lutte entre la Chine et les États-Unis. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir en dehors de s'énerver sur les réseaux sociaux, sur Trump, Mmh. salaud, méchant, machin. C'est prendre le recul et voir qu'en fait, ce sont des personnages qui subissent en fait des forces qui les dépassent. Et après, il y a le style Trump, mais il y a aussi les impératifs. Mmh. Et ce qu'on voit, c'est que moi, j'ai cru à un moment donné à la stratégie de ce que j'appelle l'atterrissage en douceur, c'est-à-dire un nouveau Potsdam, où l'Amérique admettait qu'elle n'était plus un empire monde, mais qu'elle pouvait rester un empire continent. Et c'était le discours du Trump du début en disant laissez-moi le Canada, laissez-moi le Mexique, laissez-moi le Mmh. canal de Panama, laissez-moi surveiller un peu la progression russe au Groenland, et je veux bien laisser Taïwan à la Chine et l'Ukraine à la Russie. On pouvait penser que c'était ça, sa démarche. Et j'ai l'impression que les forces qui sont derrière lui et plus puissantes que lui ont dit non, non, nous sommes sur un capitalisme financier qui est ultra fragile parce qu'il est purement virtuel et qui s'appelle la puissance du dollar appuyée sur la menace militaire américaine. C'est-à-dire que la puissance du dollar aujourd'hui, c'est plus la production, c'est purement l'armée. Et c'est le discours de Trump. Il dit nous avons encore l'armée la plus puissante du monde. Si vous continuez à avancer dans la dédollarisation, on va vous péter la gueule. Et alors, il a fait sa petite démonstration vénézuélienne qui était facile. C'était une opération, je dirais, de la CIA, une opération de police. Et là, il est passé à la grosse opération iranienne et ça se passe pas si bien. Et alors Ouais, après, on en c'est la question Mmh. qui me touche moi personnellement, c'est que moi j'ai un public qui est énormément intéressé à la question israélo-palestinienne. Et on espérait que Trump soit quelqu'un qui remette un peu à sa place le tout-puissant lobby Netanyahou. Mmh. judéo-israélien, dont tout le monde sait qu'ils ont une puissance énorme sur le Congrès, par l'EPAC d'un côté, l'Anti-Defamation League de l'autre, et que nous, les gens comme moi sont très sensibles à cette question-là. Et malheureusement, ça nous piège un peu dans l'analyse, parce qu'on voit bien aujourd'hui que chaque fois que Trump fait mine d'obéir en fait aux intérêts israéliens sur une ligne Netanyahou grand Israël, finalement, il y a quelque chose encore plus important, tu sais, c'est un cercle de comprendre, expliquer, c'est qu'en fait, c'est un combat contre la Chine qui mène en Iran, peut-être encore plus qu'un combat pour Israël. Et c'est ça Mmh. la question, c'est est-ce que son combat pour Israël prime sur son combat contre la Chine. Si c'est le combat contre la Chine, ça reste un patriote américain qui se sert de la question israélienne et de Netanyahou pour un agenda qui est au-dessus d'une certaine manière. Et là, on peut dire que quelque part, il roule Netanyahou et Israël, tu vois, dans cette affaire. Ou sinon, c'est simplement qu'Israël a la haute main sur les Mmh. États-Unis. Et en fait, Trump n'est qu'un jouet des sionistes. Malheureusement, sur Internet, tu sais, il y a une telle sensibilité à la question israélo-palestinienne que dès lors que tu dis on ne peut pas réduire l'action de Trump à sa trahison sur la question palestinienne, parce qu'on peut appeler ça comme ça, tu te prends une bordée d'injures dans la gueule, on te fait traiter d'un Complètement. seul coup, je suis payé par les Lubavitch. Tu vois. Donc c'est en fait, il est difficile aujourd'hui d'avoir une analyse subtile parce que ça va très vite et que Trump est un type qui bouge très vite. Il a une stratégie Mmh. de battleur quelque part Mmh. et surtout cette nervosité et cette excitation dont il fait preuve à tous les niveaux, et par sa gestuelle, ses phraséologies, et par sa stratégie, en fait, elle est la preuve même d'une faiblesse, c'est-à-dire que c'est un joueur faible par rapport à la Chine, et le contraste, c'est que Xi Jinping, lui, n'a rien à dire. Le temps joue pour lui, la Chine joue pour eux, ils vont passer de 35 à 45% de la production mondiale, et leur problème, effectivement, c'est peut-être le problème du vendeur, c'est le problème du client. C'est qu'à la limite, la menace américaine, elle est double. Elle dit, vous avez quand même besoin de nous comme clients. On peut vous emmerder, on peut aussi créer un chaos mondial. Alors il y a l'approvisionnement énergétique, mais c'est surtout, je pense que le truc qui prime, c'est même pas l'énergie, parce que moi j'ai dit, le plus simple avec le pétrole, c'est de l'acheter. Il y en a partout, tout le monde est vendeur. C'est souvent un prétexte la guerre pour le pétrole. En réalité, c'est plutôt la guerre pour des raisons géopolitiques, de savoir si l'empire maritime va continuer à dominer la montée en puissance du contre-empire continental. Et là, on voit bien que le contre-empire continental, c'est naturellement l'alliance russo-chinoise et derrière les BRICS. Et en fait, c'est ça qui se joue. C'est casser l'Iran, c'est casser la possibilité de cette unification continentale qui a été empêchée par l'empire maritime depuis l'empire anglais. Et je rappelle que pendant pratiquement de Waterloo à 1945, la France a joué pour les Anglais le rôle d'empêcher
l'Allemagne de devenir la puissance continentale qui allait contester la puissance maritime anglaise. Donc tu vois, on est vraiment là sur de la longue durée, de la géopolitique, et d'un seul coup, Trump, tu vois, rétrécit par rapport à cette grande histoire, et on se dit, c'est un peu le sursaut d'un empire en déclin, qui perd de plus en plus sa légitimité de ce qu'on appelle un empire gagnant-gagnant, car je rappelle que les empires qui durent, que ce soit l'empire romain ou l'empire musulman, sont des empires gagnant-gagnant. Tout le monde a intérêt à en être, tu vois. Sécurisation des routes de la circulation des marchandises, agrandissement du marché. Enfin, tu regardes que c'est. Et là, effectivement, aujourd'hui, l'empire américain se maintient essentiellement par la menace militaire, par la menace du chaos, c'est-à-dire qui est le principe du joueur d'échecs qui est en train de perdre et qui d'un coup d'énervement renverse le jeu, tu sais, ça s'appelle renverser la table. Mais malheureusement, là on peut rejoindre l'analyse de Todd, est-ce que Trump a tellement d'autres cartes dans son jeu En que main. cette paire de deux, et ça a beau être un bon joueur de poker, ça a beau être un malin, il peut pas faire de miracle. Il a pas, l'Amérique n'a plus les moyens, même de la guerre d'Irak, comme le disait Xavier Moreau, et encore moins les moyens qu'elle avait en 1945, où elle était la puissance incontestable. Voilà, pour des raisons essentiellement de poids économique et de proposition. Un peu même d'intégrer là-dedans le plan Marshall, tu vois. On n'y est plus du tout là, hein, plan Marshall. Aujourd'hui, c'est Alors, les Européens doivent payer pour nous. Tu vois, on est un État totalement déficitaire, mais on vous fait tomber. C'est too big to fall, hein, l'argument des États-Unis, qui était un argument bancaire, et aujourd'hui qui est un argument impérial. À la limite, la discussion entre les États-Unis et la Chine, c'est too big to fall. Si vous nous lâchez, vous risquez de prendre des graves coups avec nous. On tombera pas tout seul, tu vois. ah, tu me fais une transition parfaite parce qu'effectivement, notre deuxième point dans cette analyse de ce premier bilan de Donald Trump, c'est la question économique. Et effectivement, on le voit là, notamment au travers de l'article de CNN, on peut le voir au travers d'autres articles comme ici, notamment, Trump s'était engagé sur un redressement économique pour les États-Unis d'Amérique, sur je dirais un rabaissement du coût de la vie pour les Américains. Aujourd'hui, on n'est rien. L'Iran, effectivement, économiquement, et notamment l'explosion du prix des hydrocarbures renforce cette difficulté économique. Est-ce que Trump, pour toi, sur le volant économique, a stabilisé les États-Unis d'Amérique? Est-ce que c'est positif, ces 15 mois de Trump? Alors déjà, il y a deux manières de voir l'économie américaine. L'économie américaine pour les Américains, on va dire les Américains du quotidien, le peuple américain, classe moyenne, prolétariat. De ce point de vue-là, c'est un échec. Mais c'est pas un échec, c'est qu'il a à nouveau renoué le bail de l'intérêt économique américain pour, on va dire, l'hyperclasse américaine. En fait, de ce point de vue-là, il a trahi. C'est-à-dire que, en fait, il est en train de sauver l'économie des super riches avec leur logique à eux. On voit bien d'ailleurs quand il part en Chine, il part avec toute la fine équipe de la finance, et c'est ce monde-là qu'il est en train d'essayer de sauver. Et c'est toujours, je suis désolé, au détriment du prolétariat et de la classe moyenne. De ce point de vue-là, c'est une trahison, mais en même temps, ça veut dire que même si c'est ces gens-là qui l'ont élu, ces gens-là qui l'ont élu n'ont pas le pouvoir par définition, et le pouvoir l'a ramené, l'a ramené à la raison. C'est un peu aujourd'hui comme si on disait que le RN a peut-être un projet économique qui semblerait être un projet pour défendre les intérêts des classes moyennes et prolétariat, mais en réalité, le RN est systématiquement barré par les gens qui, eux, ont la vision économique de l'Union européenne, qui est systématiquement une vision oligarchique. Et on voit bien qu'il y a une lutte des classes économiques radicale, hein, c'est-à-dire ce qui fait la richesse des uns fait l'appauvrissement progressif des autres. Et donc on voit bien là qu'à un moment donné, il faudrait une sorte de révolution de la classe moyenne, d'ailleurs c'est pareil aux États-Unis que chez nous, pour balayer ces rentiers de la finance qui s'enrichissent par la destruction de richesses, grâce à de l'algorithme. Hein, il faut voir qu'est-ce que c'est que BlackRock. Hein. C'est de l'IA. Hein, c'est de l'IA. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui le capitalisme financier fait de la richesse, on va dire, je dirais presque numérique, dans tous les sens, tu sais, du terme, au détriment de la richesse réelle. Et à un moment donné, au début c'est du parasitisme, ça peut être marginalement acceptable, et à la fin, ça fait une énorme bulle financière appuyée sur
une réalité économique qui rétrécit de plus en plus. Donc ça doit fatalement finir en catastrophe. Et la réponse à cette catastrophe, systématiquement, depuis, on va dire, l'histoire du capitalisme, je pense que tu as la réponse. C'est quoi la réponse ultime à ce genre de catastrophe? Eh bien, c'est la faillite des nations, tout simplement. Enfin, le crash des nations, la révolte. Oui, mais en général, c'est la guerre. Parce que pour empêcher la révolte, Oui. on déclenche une guerre. Parce qu'au lieu que ce soit le peuple qui triomphe de ses élites et qui les met à mort, c'est les élites qui, complices, poussent ces peuples à se massacrer les uns les autres. Donc c'est pour ça qu'on est aussi dans une logique d'avant-guerre en ce moment, qui a des critères très très objectifs. C'est qu'aujourd'hui, ce pouvoir financier, dont on peut dire qu'il est mondial, parce que ces gens qui ont la même vision et jouent le même jeu d'une certaine manière, hein, de plus en plus, ils se rendent compte que ils ont de moins en moins de solutions de rechange dans le monde, je dirais, de la fiction financière, et ils ont toujours cette menace et cette carte qui est la table rase par la guerre, qui, je rappelle, est une table rase de la crise économique. On détruit tout et on peut recommencer, et en même temps qui est aussi le bain de sang des peuples en colère, qu'on pousse à se massacrer entre eux. Hein, c'est quand même, et ça, c'est quand même récurrent dans l'histoire du capitalisme. Hein. Il y a à chaque fois, la guerre empêche, souvent d'ailleurs, la guerre empêche une union sacrée. Si on se rappelle de la juste avant-guerre, de la guerre de 14 en France, il y avait de plus en plus une convergence d'analyse politique entre les syndicalistes révolutionnaires et les maurassiens, qui comprenaient quelque part qu'ils avaient le même ennemi. Ils se mettaient à dialoguer, et comme par hasard, là c'est pareil, on casse le jeu. Par quoi? Par le patriotisme face aux Boches, et tout ça est balayé. Et comme par hasard, tu vois que ça montait dans l'immédiate avant-guerre. Et on peut faire la même analyse dans les années 30 aussi, si on veut bien. Hein. Dès qu'il y a des convergences qui ressemblent un peu à mon analyse, gauche du travail, droite des valeurs, prolétariat, classe moyenne, qui commence à comprendre qu'au lieu de se battre par une lecture un peu manipulée de la lutte des classes, mais de comprendre à un moment donné qu'ils se sauveront réciproquement s'ils s'allient, tu vois, et ben là, le pouvoir oligarchique, qui est le roi de l'ingénierie sociale et qui a quand même le pouvoir sur les médias, sur le politique, et malheureusement d'ailleurs aussi sur la justice depuis quelques décennies, s'arrange pour créer ce qu'on appelle un chaos horizontal. Et pour ça, il y a tous les leviers. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, le levier principal en France, c'est la peur du musulman. Tu vois, donc cette analyse sur Trump doit nous permettre surtout j'irais prendre du recul et de la hauteur pour voir les forces, quoi, les forces qui jouent. Et comme à l'époque, on ne devait pas réduire Napoléon à un héros, tu sais, comme Marcel L'Herbier le voyait, mais à un type qui agit par des forces qui le dépassent et qui malheureusement d'ailleurs le dépasse jusqu'au bout, parce que c'est un peu comme Hitler d'ailleurs. On voit bien que dès la question des Sudètes et la question, tu vois, si je fais un parallèle, et la question du couloir de Danzig, la réaction de Hitler, pour un analyste sérieux, dit il lui reste un bouquet final de quelques années, mais ça va être la fin de la Grande Allemagne. Puisque tout l'enjeu, c'était que l'Allemagne était devenue, grâce au génie du roi de Prusse et à une épopée, la puissance montante, qui se retrouvait enfermé dans un pays trop petit, avec une population très grande, et qui avait réellement un problème d'espace vital. Et je rappelle que quand tu as un problème d'espace vital et que tu fasses une conquête, le mieux pour la justifier, c'est la théorie raciale. C'est-à-dire que nous sommes des surhommes, ce sont des sous-hommes. On a le même problème avec le Grand Israël, tu vois. On peut dire que comment dirais-je, ces logiques fondamentales, en valeur absolue, fonctionnent aussi bien pour les nazis que pour les Israéliens, si tu vois, si je veux être un peu taquin. Tu vois. J'ai un peu débordé, mais c'est le but. Si on ramène à Trump, c'était très intéressant ce que tu disais sur le business, cette création de fortune digitale. Eh bien, c'est aussi la question de Trump, puisque finalement, sa famille, qui est gérée par une structure qui s'appelle Trump Organization, qui gère en fait tous les pans économiques dont la famille Trump a des parts ou dont elle est propriétaire ou fondatrice, c'était aujourd'hui notamment beaucoup de virtuels. On le voit notamment avec les scandales qui sont en train de sortir aux États-Unis. Ce sont des fortunes qui sont faites assez curieusement en amont de décisions annoncées par la Maison Blanche, et systématiquement on est sur de la crypto, on est sur des paris sur des actions, sur les marchés, etc. On est là aussi sur du virtuel. Oui, et puis surtout sur un marché qui tourne sur lui-même, avec ce mensonge que les gens croient que
que l'argent du marché va au financement des entreprises. Alors tu sais très bien qu'il y a deux marchés complètement déconnectés et qu'en fait ce marché dont on parle, qui représente, je ne suis pas un spécialiste des chiffres, mais 90% de la masse monétaire qui circule est un marché en vase clos, qui à aucun moment ne finance l'entreprise. Donc on est aussi quand même au bout d'un cycle que l'outil marxiste permet assez bien de critiquer et qui malheureusement nous dit que on est dans quelque chose qui est à sa limite et qui a une dimension profondément aberrante, je te dis, de s'enrichir sur la destruction systématique de richesses, d'une certaine manière. Et on sait très bien que ça ne peut que mal finir. Ça ne peut que mal finir parce que les gens qui sont à la tête de ce système préféreront une guerre mondiale à laquelle ils vont échapper. C'est pour ça qu'en ce moment, ils prospectent en Patagonie, ils prospectent à des tas d'endroits qui seraient d'ailleurs pas impactés par des nuages radioactifs. Enfin, tu vois quand même que quand tu coordonnes les sujets, en étant un peu complotiste, mais je pense qu'on a souvent des raisons d'être un peu complotiste, tu vois qu'il y a des gens qui se préparent, ces gens-là se préparent à un chaos mondial qui serait le plus grand chaos qui ait jamais eu d'un point de vue guerrier, puisqu'on est passé, tu regardes les échelles de mort depuis la révolution industrielle, hein, les échelles de forces en présence engagées dans des armées. Le premier saut qualitatif, c'est les armées napoléoniennes, où d'un seul coup, par la conscription, c'est-à-dire le soldat gratuit, hein, au nom de la patrie, on arrive à des échelles de 600 000 hommes, ou tu vois, la campagne de Russie, ça monte presque à 800 000 hommes, hein, dont d'ailleurs une minorité de Français. Hein. Et aujourd'hui, on est sur des guerres où on est capable de sortir 3-4 millions de soldats, et puis on est surtout sur des morts, je rappelle, 20 millions la première guerre, 55 la deuxième, bon c'est des chiffres approximatifs, mais on se dit combien pourrait faire de morts la troisième, sachant que ceux qui sont en train de jouer à ce jeu d'apprenti sorcier pensent qu'on est trop sur Terre, et que c'est la théorie du golden billion, hein, c'est qu'on a besoin que d'1 milliard de terriens pour faire tourner la machine, et on est 8 je crois, donc il y en a 7 en trop, 7 en trop qu'il faut nourrir, 7 en trop qui ont vocation à devenir des bêtes sauvages. C'est-à-dire que si tu les fais crever, à un moment donné, ils vont pas accepter de mourir en silence. Tu vois, vous n'avez rien et vous serez heureux. Ça risque pas de se passer comme ça. Donc on est dans une période ultra intéressante, ultra dangereuse, c'est certain. Et Trump là-dedans est un personnage, tu sais, parmi d'autres, sur lequel il faut essayer de comprendre par quelle force il est agi, plutôt de quelle est sa stratégie. En fait, sa stratégie, comme le dit assez bien Todd d'une autre manière, il a pas 36 cartes dans son jeu. Il a essentiellement la carte du bluff, la carte de la menace, tu vois, menace militaire et menace de faire tomber, vous tomberez avec moi. C'est-à-dire, en gros, dire aux Chinois, arrêtez de dédollariser et même remettez de l'argent dans la machine, parce que sinon, on a les moyens de vous faire du mal. Et en fait, le paradoxe de la Chine, c'est que le handicap de la Chine, c'est justement sa super efficacité en termes de production. C'est que, alors la question, je suis pas assez spécialiste, c'est est-ce que la Chine a créé un marché intérieur et une classe moyenne suffisamment nombreuse pour être, tu vois ce que je veux dire, que ses consommateurs, elle est ses consommateurs à l'intérieur. C'est ça le jeu de la Chine d'une certaine manière. C'est pour ça que la Chine, contrairement aux cons qui comprennent rien, a intérêt à faire monter une classe moyenne. Parce qu'ils ont intérêt de plus en plus à être, comment dirais-je, leurs propres clients. Hein, puisque effectivement, d'aller chercher la clientèle à l'extérieur comme ils le font, à ses limites, est je dirais, le seul levier quelque part de menace qu'a le reste du monde, on va dire, mené par les Américains contre eux. C'est-à-dire, il faut bien que vous vendiez vos produits à quelqu'un. Et la réponse, je te dis, chinoise, c'est on a maintenant une classe moyenne de suffisamment de centaines de millions d'individus qui ont besoin de s'équiper, et donc on est ce qui s'appelle le souverainisme, hein, d'une certaine manière, et ce qui était... ce serait le souverainisme absolu. Alors, on va parler, puisque tu as raison, on est dans une période dangereuse, on est à la moitié de cette émission, on va parler je dirais des grands axes de tension entre Donald Trump et notamment Vladimir Poutine, et on va parler de l'Europe, on va parler de plein de choses. Avant ça, je vous le rappelle, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, faites un j'aime à cette vidéo, partagez avec vos amis, activez la cloche, abonnez-vous à alain-soral.com, le site d'Alain, bien entendu, abonnez-vous à Égalité et Réconciliation, voilà. Faites des j'aime partout à tous nos amis, il y a que par votre soutien
que nous pouvons continuer. Je rappelle qu'on n'est pas le service public, on n'est pas France Télévisions, voilà, on n'a pas les subsides des impôts des Français. Donc, ben voilà, la seule manière pour nous de rester existants et visibles, que ce soit pour Alain Soral et pour toute divergence politique, c'est votre soutien. Allez, Alain, je voulais te poser aussi une question dans cette émission, ben voilà, sur la relation qu'a Trump avec la Russie. Là, on affiche sa fameuse promesse d'arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures. CNN nous dit, cette phrase, il l'a dite 53 fois. Donc, pour l'instant, on n'y est toujours pas. Quelle est la relation entre Trump, Poutine et ce conflit en Russie? Bah là, c'est pareil. On a l'impression que les néoconservateurs, en fait, sont toujours à la manœuvre et leur but, depuis, je vais pas dire depuis toujours, mais depuis qu'ils ont trahi d'une certaine manière la domination mondiale par le communisme, en domination mondiale par l'impérialisme américain. Puisqu'en fait, ce qui est étrange, c'est que ces gens qui sont à la manœuvre contre la Russie des États-Unis, qu'on appelle les néoconservateurs, qui sont toujours très présents, même si au départ, Trump n'était pas leur allié, ces gens-là viennent quelque part, c'est incroyable, viennent de l'Est, de Russie beaucoup, et du communisme. Hein. Il faut comprendre, en vrai, qu'ils ont leur objectif qui est toujours le même, c'est la domination mondiale. Et là, effectivement, leur stratégie, c'est toujours cette exception russe qui n'est contre leur vision du monde, qui est que c'est le plus grand pays du monde, alors que c'est un pays multiethnique et multiconfessionnel, et tout le travail de l'Empire est d'essayer de le morceler. Et donc, il faut déjà comprendre quelque chose de fondamental que les abrutis veulent pas comprendre. Alors bon, ben, les menteurs, on comprend, mais les abrutis, c'est dommage, c'est que la Russie est depuis presque toujours dans une position défensive. Hein, elle est attaquée et elle se défend. Et elle se défend d'ailleurs en Ukraine, comme elle s'est défendue en essayant en constituant les BRICS. Mais ce qu'on remarque, c'est que la puissance néoconservatrice qui loge aux États-Unis, mais qui n'est pas les Américains, non seulement n'a pas renoncé à affaiblir la Russie en la morcelant, mais il travaille de manière de plus en plus active, mais je dirais comme on dit, par prospect. C'est-à-dire que ce qu'a fait Trump, c'est de dire maintenant, c'est vous les Européens qui allez faire le boulot pour nous, parce que de toute façon, si vous le faites pas, on a les moyens comment dirais-je, de vous nuire. Donc aujourd'hui, c'est pareil, on a dans cette espèce d'empire qui n'est plus un empire gagnant-gagnant, on a par la menace et par la soumission aussi de nos élites young leaders un pouvoir américain qui délègue de force à l'Europe la fonction de nuire à la Russie à travers la continuation de la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire que vous achetez du matériel américain, vous fournissez les hommes, la chair à canon, il ne faudra pas oublier, et parce que sinon, on a tous les moyens de vous botter le cul. Vous n'avez aucune, en fait, vous n'êtes pas une puissance. Donc c'est à un moment donné quand on humilie le vassal et qu'on rompt la relation, tu sais qui t'a fait roi, tu sais qui t'a fait duc, tu vois. Et ça aussi, ça veut dire que normalement, l'Europe, si elle existait, hein, l'Union européenne est une destruction de la capacité d'une Europe puissance, on le sait, par une manipulation américaine qui, ne pouvant pas empêcher l'Europe, a fait en sorte, comme le dit très bien Asselineau, que ce soit une espèce de machin, comme disait De Gaulle pour d'autres choses, qui trahit les peuples et qui empêche d'être une puissance. Hein. Et la question, c'est normalement, les Européens devraient se rebeller contre l'injonction américaine et se désengager totalement de la guerre d'Ukraine. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, l'agenda de l'Union européenne, c'est essayer de changer presque la constitution européenne pour en faire des États-Unis d'Europe, avec un Macron qui se dit qu'il pourrait revenir comme président de l'Europe, pour investir toute son énergie dans une guerre contre la Russie. Aujourd'hui, l'agenda de l'Union européenne, c'est nous allons nécessairement, fatalement rentrer en guerre contre la Russie à l'échéance 2029, en nous faisant croire que c'est parce que sinon la Russie va nous envahir. Alors que la Russie, c'était déjà le cas de Staline, je rappelle, où on faisait croire que Staline avait un projet d'envahissement total du monde occidental, alors qu'il avait ramassé tous ses gains à Potsdam, et qu'aujourd'hui, les cadres de la CIA, qui ont le courage de le dire, qui sont des vieillards, disent en fait, on s'est trompé sur Staline, on
on est parti d'un point de vue paranoïaque qui voulait conquérir l'Occident, alors ça n'a jamais été sa volonté, parce qu'il savait pertinemment qu'il n'en avait pas les moyens, tu vois, et qu'en plus, il avait quand même pris suffisamment. Et là, on est un peu toujours dans la même arnaque. On nous fait croire que le destin de demain de l'Europe, c'est d'aller attaquer la Russie pour protéger le monde d'une certaine manière, alors qu'en réalité, on fait le sale boulot pour retarder, dans une relation américano-chinoise, d'une certaine manière, le déclin de l'Amérique. Parce que ce qui gêne terriblement aussi l'impérialisme américain, c'est cette alliance russo-chinoise, bien évidemment. Hein, même si les Russes ne sont pas les plus forts dans cette alliance, parce qu'ils ont quand même une faiblesse démographique, ils ont et on voit bien que cette guerre d'Ukraine qu'on impose à Poutine, et à laquelle Poutine a essayé d'échapper pendant des années en n'y allant pas, puis en y allant dans une opération spéciale qui n'est pas une guerre totale de conscription. On voit bien que je rappelle que cette guerre dure depuis maintenant pratiquement 5 ans, et qu'en fait, chaque jour un peu plus, on comprend que Poutine est pris dans un piège qui est des soldats qui, pendant qu'ils sont à la guerre, ne sont pas en train de développer le pays qui a un énorme potentiel de développement, et les bras ne sont pas là. On a aussi des budgets qui sont affectés à la guerre et qui ne vont pas ailleurs. Et aujourd'hui, on peut être inquiet. Moi, je suis pro-russe, mais je suis inquiet. Trump n'a pas réussi son pari de régler la question ukrainienne par une opération spéciale. Et on est en train, les États-Unis, les néoconservateurs américains, en se servant du levier européen par la traîtrise des young leaders qui sont à la tête de tous les pays d'Europe, sont en train de pousser Trump à la guerre, et à une guerre qu'il ne voulait pas faire, et je le dis aussi, qui n'intéresse pas les Russes. Les Russes sont sensibles effectivement à la souffrance des Russes du Donbass, mais n'ont pas du tout la volonté d'être un contre-empire qui voudrait renverser l'Amérique. Ça n'existe pas. Quand on vient en Russie, on se rend compte que ça n'existe pas. La Russie n'a pas envie d'être un contre-empire, n'a pas les moyens d'en être un, et n'en est pas un, parce qu'il n'y a pas de soft power russe qui serait l'opposé du soft power américain. Les Russes, malheureusement, ont été beaucoup nourris à l'American Way of Life, et sont plutôt tristes de voir que les Américains ont été méchants avec eux, alors que je rappelle que Poutine, pendant des années, a fait comme Pierre le Grand, a tendu la main à l'Europe et aussi à l'Amérique, et que c'est cette main que la puissance états-unienne et néoconservatrice a mordu systématiquement. Et quand le Russe s'énerve, tu sais, c'est un peu l'ours qu'on n'arrête pas de titiller, puis à un moment donné, qui donne un coup de patte, mais pour qu'on arrête de l'emmerder. Et je dis, ne rêvons pas. La Russie n'est pas un contre-empire, ni culturellement, ni même politiquement, et n'a pas envie de l'être, ni de par ses élites, ni de par son peuple. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut constater. Et malheureusement, ça fragilise beaucoup Poutine aujourd'hui, qui a une vraie vision très intelligente, très patriote de la Russie depuis qu'il est là. Et malheureusement, cette vision et cette stratégie est perturbée de manière de plus en plus grave. C'est ça que d'une certaine manière, même si la Russie gagne la guerre sur le terrain contre l'Ukraine, elle est en train de la perdre à une échelle supérieure. Parce que ça lui coûte. Véritablement, la question, c'est, pour finir ce sujet sur l'Ukraine et sur la Russie, pardon, et les États-Unis, c'est est-ce que Trump y croyait, le voulait, cette fameuse paix en 24 heures, ou est-ce que tu penses que c'est une manigance ? Moi, je pense qu'il s'est vu, tant qu'il n'avait pas les leviers du pouvoir, tu sais, en type qui allait rentrer dans l'histoire par la paix, tu sais, qui est aussi, tu sais, c'est une grande figure américaine de type Pax Americana. Je pense que ça a dû le faire rêver. Et puis après, il y a le réel, tu sais, quand il se retrouve à nouveau aux affaires, toutes les forces, etc. Et puis après, il y a aussi son côté... autant que je permette à ma famille de s'enrichir, puisque de toute façon j'ai pas lu tellement parce qu'il y a cette dimension, hein, en ce moment les Trump en tant que trust familial sont en train de se gaver, et la moitié de ces déclarations sont des déclarations pour faire des coups de bourse, tu sais. En fait, c'est du délit d'initié à ciel ouvert. Tu vois, donc, et ça, pour le coup, tu as raison, on ne peut pas lui reprocher. Alors, Trump et sa relation à l'Europe, tu en as parlé, cet aspect de vassalisation que nous avons, qui est complètement incroyable. On le retrouve notamment avec le premier épisode. Alors, ensuite, j'ai un petit problème de vignette. Voilà, je rajoute ma vignette, on y est. C'était l'histoire du Groenland. C'était le premier pic entre Donald Trump
désormais nouveau président des États-Unis et l'Europe. Ça s'est continué avec, on le voit ici, les tarifs, les menaces économiques sans cesse sur l'Europe. C'est quoi la relation de Trump vis-à-vis de l'Europe? Est-ce que c'est vraiment cette volonté américaine d'avoir une domination sans aucune contestation du côté européen, ou est-ce qu'il est forcé économiquement d'arriver dans ces mesures extrêmes? Bah, aujourd'hui, l'idée de l'Amérique de Trump, donc de ce point de vue-là, ça reste un patriote américain, c'est le seul moyen de freiner un peu notre déclin par rapport à la Chine, enfin c'est un des moyens, c'est de faire payer le prix à l'Union européenne, qui est le compétiteur faible, puisque même si c'est en théorie, la superpuissance économique mondiale, ça serait l'Union européenne, hein, malheureusement, si on avait les pouvoirs qui vont avec. Mais d'aujourd'hui, en fait, l'Europe a pour vocation de freiner face à la Chine le déclin de l'Amérique. Voilà, donc on est c'est-à-dire que ça met un terme au narratif qui a toujours été mensonger. Et d'ailleurs, je me rappelle, le Parti communiste le disait dès le plan Marshall, c'est qu'en fait, l'Amérique ne protège pas l'Europe. L'Amérique s'est toujours servi de l'Europe comme un suzerain par rapport à son vassal. Et aujourd'hui, on est arrivé dans une phase extrême qui passe par le mépris, l'injure, la menace. C'est-à-dire, vous allez faire ce que je vous dis, car je vous domine totalement. Et maintenant, vous allez acheter des armes américaines et faire la guerre à l'Ukraine pour nous, parce que nous, effectivement, on doit se dépatouiller avec la Chine. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment nos leaders européistes peuvent défendre aujourd'hui l'Europe sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan démographique, sur le plan identitaire, et même sur le plan, je dirais, avec cette idée qu'il y aurait un Occident collectif avec des intérêts communs face au danger d'un Sud global qui s'appelle le reste du monde. C'est invendable aujourd'hui, c'est invendable. Et d'ailleurs, on voit bien que le discours politique français se réduit à la peur de l'islam. Hein, alors, tantôt, les frères musulmans vont dominer la France, tantôt, c'est les Iraniens, ce qui est quand même très, très... Enfin, je veux dire, bon, il faut choisir. Il faut vraiment... Ces gens-là nous prennent vraiment pour des imbéciles. Ce qui est... Là où ils n'ont pas tort, c'est que le français moyen ne comprend rien à la complexité du reste du monde, et notamment quand on va vers le soleil levant. Je parle même pas seulement du monde chinois, asiatique, etc., mais je mets de la complexité du monde musulman. Je vois l'autre jour, j'ai fait un face-à-face avec monsieur Feuerbach, qui nous expliquait qu'en gros, que si l'Amérique avait envahi l'Irak, c'est à cause de Ben Laden. Enfin, à un moment donné, je dis, excusez-moi, l'autre c'est un milliardaire saoudien, les autres c'est... Donc il est lié à la plus grande puissance sunnite, la plus opposée à la puissance chiite qui est iranienne. Vous allez taper la gueule à l'Irak, et puis après à l'Iran, alors que vous avez poussé l'Irak à attaquer l'Iran pendant 8 ans, et pour remercier Saddam Hussein, vous l'avez pendu. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu as la moindre culture de tout ça, tu peux pas croire à ces conneries. Malheureusement, on est sur le problème de politique de masse, médias de masse, et un truc qui s'appelle la trahison des clercs, mais pas expliqué comme Banda, c'est que ça fait des années et des années, pour dire des décennies, que les gens qui sont chargés du commentaire intellectuel en France sont stipendiés par, on va dire, la puissance impériale qui est composite. Hein. On va dire ces deux marqueurs sont l'impérialisme financier américain et la défense inconditionnelle d'Israël. Hein. Et que les Français ont tellement été abreuvés de mensonges et on a tellement marginalisé, je dirais, les gens comme moi, qui normalement devraient être dans les débats face à, tu vois, pour dire ce que je te dis là maintenant, qui me semble pas totalement incohérent et n'est pas le fruit d'un délirant inculte, tu vois. Mais on est quand même réduit, nous, à tenir tête aux médias dominants de Moscou sur Internet. Donc, tout le problème est là aujourd'hui, c'est qui peut comprendre ce que je dis aujourd'hui et se dire ça a du sens. Sans compter que derrière, on aura les bordées d'injures, de diabolisation, avec, tu sais, le disqualificatif terminal complotiste antisémite, tu vois. Ouais. Et la tristesse, c'est la solitude d'avoir raison ou au moins d'être encore dans la tentative d'une explication cohérente. Moi, j'essaye encore d'essayer de comprendre ce qui se passe et de donner à ceux qui veulent bien entendre le fruit de mon analyse, sachant qu'eux n'ont pris dans la vie quotidienne et qui devient de plus en plus difficile. On ne peut pas leur reprocher de ne pas pouvoir passer des heures et des heures sur Internet à croiser des sources d'informations pour essayer d'en produire
une synthèse qui ressemblerait à quelque chose de cohérent par rapport au réel. Parce qu'aujourd'hui, c'est soit le monde est absurde et c'est n'importe quoi, ça peut être aussi l'analyse qu'on fait de Trump, il est fou et il dit n'importe quoi. Soit essayer de comprendre quand même qu'en tant que président des États-Unis, même si la forme est étrange, il y a derrière une cohérence de fond je dirais, qui est indubitable. Parce que l'Amérique n'est pas devenue un bateau ivre délirant, tu vois ce que je veux dire? C'est simplement... C'est une vraie question. On a aujourd'hui, dans le microcosme, justement, des médias non mainstream, on a la vision Alexis Cossette, avec des personnes qui sont adorateurs du dieu Trump, qui voient que tout est parfait, que tout est merveilleux. Ouais, ça, c'est la surcohérence. Tu sais, il y a l'absurde d'un côté et la surcohérence de l'autre. C'est-à-dire que tout fait sens, ou alors tout démontre qu'il n'y a plus aucune raison aux commandes. En réalité, on est forcément dans un entre-deux. Hein. Mais quand j'écoute les analystes qui ont encore accès, notamment au Figaro, qui a peut-être les moins pires en ce moment, qui vous disent ce n'est pas une guerre du pétrole, c'est une guerre monétaire. Et en fait, l'enjeu, c'est la dédollarisation. Là, on sent que le type a quand même une... Bon, il voit ça de Hong Kong, ce qui peut aider. Il y a une... À ce moment-là, tu dis, tiens, ça, ça fait sens. Et moi, en ce moment, je cherche ce qui fait sens en essayant d'éviter les crachats de Cossette, qui m'attaquent parce que je ne le valide pas à 100%. Et puis aussi les crachats de gens qui disent Soral a trahi la cause palestinienne parce qu'il ne réduit pas tout à la question relation Netanyahou-Trump. Alors, je te rassure, il y a aussi les moqueurs qui disent que de toute façon, on n'est pas assez intelligent pour comprendre parce que c'est une opération en billard à 4 bandes. Oui, le billard. Ben, moi, j'ai joué au billard et je sais qu'au-delà de 3 bandes, c'est très difficile de continuer pour des raisons de physique. Hein. C'est très difficile de continuer à maîtriser le jeu au-delà de 3 bandes de manière très précise. Donc, dès lors qu'on me dit que c'est du billard à 4 bandes, 5 bandes, 6 bandes, je dis, moi, je ne sais pas jouer à ce billard-là. Je sais pas jouer. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, effectivement. Alors, tout dernier thème de cette émission, c'est effectivement la question, ici, on le voit, de Maduro, la question, on va le voir, de l'Iran, qui a été le deuxième grand conflit de cette année 2026 pour Donald Trump, et il a enchaîné. Et aujourd'hui, des peurs qui se nouent autour de Cuba, où on voit les Cubains qui commencent. D'ailleurs, le président cubain qui a annoncé oui, on serait capable de se défendre, etc. On est en train de se préparer. Bon, véritablement, on n'est pas certain que Cuba puisse tenir très très longtemps contre l'armée américaine, mais ce Donald Trump, Alain, ce Donald Trump qui avait dit America First et qui fait tout sauf America First, c'est compréhensible ou pas? Ben là, je crois que le problème qu'a Trump, c'est le problème qui est évoqué d'ailleurs par l'idéologie des Lumières sombres, c'est que l'Amérique est encore obligée de faire avec la démocratie. Alors la démocratie est une escroquerie, mais une escroquerie qui coûte de l'argent et du temps. Et face à des Chinois qui se sont émancipés de cette escroquerie et aux Russes qui se sont émancipés de cette escroquerie, je pense que c'est le sens profond de l'idéologie des Lumières sombres, l'Amérique doit s'émanciper de cette escroquerie. Or, le problème de Trump, c'est qu'il a un électorat, il a un public américain à qui il faut donner, comme à un singe à qui on donne des cacahuètes. Hein, et à un moment donné, c'est compenser des échecs ou des trahisons par des petits succès qui plaisent aux beaufs moyens. Le beauf moyen qui est quand même l'électorat de base de Trump, celui qui sera content qu'il y ait du MMA à la Maison Blanche, tu vois. C'est rigolo, mais en même temps, ça dit tout ça. Hein, ça dit la baisse de niveau quand même. Et ben pour ça, botter le cul des Vénézuéliens quand tu vois que Chavez insultait les Yankees, et ben ça fait monter de quelques points la cote, tu sais, au baromètre de popularité pour pas trop cher. Et Cuba, ça pourrait être la même chose. Cuba est un fruit mûr qui ne demande qu'à tomber d'une certaine manière, puisque de toute façon, il n'y a plus d'enjeu idéologique, il n'y a plus de communisme. Je rappelle qu'aujourd'hui, on emmerde la Russie, qui est un pays libéral. C'est-à-dire que même il n'y a même plus l'idée de deux visions du monde radicalement opposées, communistes, anticommunistes. Et c'est pareil, on ne peut pas envahir Cuba parce que ça reste un bastion communiste. C'est simplement à ce qu'à un moment donné, ça serait comme une deuxième opération Venezuela pour Trump. Et puis ça ferait plaisir à Rubio aussi, qui a des comptes à régler avec, tu sais, les Cubains de Miami face à l'épopée castriste, tu vois. Et là, c'est se dire, c'est le moyen pas très cher par rapport à l'Iran qui coûte très cher et qui n'aboutit pas de faire remonter de quelques points la cote de Trump en tant que chef de guerre, tu vois. Je suis désolé, je te le mets sous les yeux. C'est sorti, là on enregistre, on est vendredi après-midi quand on enregistre cette émission, mais c'est sorti
Trump est dans son plus bas rating, sondage, il est à moins de 36%. Et on le voit aujourd'hui, il y a de la contestation à l'interne des MAGA. On le voit notamment avec ce qui se passe autour du Kentucky avec Massier, Thomas Massier. On le voit avec Marjorie Taylor Greene. On le voit avec ceux qui ne sont pas élus, mais qui sont des influenceurs qui ont aidé Donald Trump. On le voit avec le clash qui est très violent avec Tucker Carlson, avec Fuentes, avec Alex Jones, avec Candace Owen. Es-tu sûr, Alain, que cet électorat républicain slash MAGA veut vraiment du autre chose qu'America First? Non, non, moi ce que je dis, c'est que Trump espère, tellement il est bas dans les sondages, à juste titre, il se dit peut-être une petite opération cubaine peut me refaire une santé. Et aujourd'hui, je te dis, c'est un espèce de joueur de poker qui a pas beaucoup de jeux dans la main et qui est habitué, en fait, n'oublie pas que c'est un gérant de casino, hein, Trump, hein, qui a fait d'ailleurs plusieurs faillites. Et pour abonder dans ton sens, il a quand même désavoué et humilié Vance devant lui, en disant qu'il choisissait Rubio. C'est quand même la première fois qu'on voit ça, pratiquement, d'aller cracher sur son vice-président devant lui, qui est obligé de fermer sa gueule. Et on voit bien, et ça, effectivement, il a trahi. Alors, non seulement il les a trahis, mais il les insulte en disant, en gros, vous ne comprenez pas ce que je fais. C'est son argument ultime. Vous vous attachez à des détails, mais moi, en fait, à un niveau au-dessus, je continue à faire réellement le boulot. Et là, on retombe sur du Cossette. Est-ce qu'en fait, la manière dont Trump aide Israël n'est pas le meilleur moyen de couler Israël? Au niveau des conséquences, on peut le dire. Israël est le pays aujourd'hui le plus détesté du monde. Il mène une guerre contre l'Iran. Si jamais l'Amérique se retire, ça risque d'être très très mauvais pour Israël. Donc, tu sais, c'est le sondage internationaux que les États-Unis étaient devenus un pays moins apprécié ou plus détesté, prenons-le comme on veut, que la Russie. Oui, oui. Donc, ce qui est sûr, c'est que la brutalité avec laquelle Trump fait de la politique est le marqueur. C'est-à-dire que normalement, on prend même Obama, tu vois, le blanc bien éduqué. Il y a un style de chef d'État que pratiquent encore d'ailleurs, je te dis, les Russes, les Chinois, les Indiens. Et Trump a rompu totalement avec cette tradition qui a à voir quand même avec un certain sérieux diplomatique, un certain respect diplomatique, qui fait qu'on se dit que quelqu'un qui est à la tête d'une superpuissance ou d'une grande puissance n'est pas strictement un pirate. Or aujourd'hui, on a un phénomène, c'est d'ailleurs les deux phénomènes, le phénomène Trump et le phénomène Macron. On a, tu sais, méfions-nous de la ville dont le prince est un enfant, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le marqueur d'un effondrement à plusieurs niveaux. C'est que Trump est un mauvais signe d'une certaine manière d'un point de vue politique. Et pourtant, moi, j'ai bien aimé ce populisme parce que j'ai mon côté punk, tu vois. Mais en même temps, tu te dis, il y a des fondamentaux, comme dans un sport, tu vois, il y a des règles à respecter pour un homme politique de haut niveau, qui ont à voir avec la diplomatie, un certain vocabulaire, etc. Et là, on voit que Trump est devenu le chef des pirates, quoi. Alors, c'est rock'n'roll, c'est rigolo, mais c'est très mauvais signe. Et là, on peut comprendre ce que dit Poutine sur un empire inversé. Tu vois, on voit bien que cet Occident collectif aujourd'hui, que moi j'appelle l'Occident dégénéré, et c'est d'ailleurs mon admiration pour Poutine, c'est qu'il le dit dans des discours publics depuis des décennies. Aujourd'hui, Trump, comme Macron d'ailleurs, hein, ils se détestent peut-être, mais ils sont révélateurs de la même chose, montrent qu'on a un Occident collectif qui n'incarne plus du tout la civilisation, au sens civilisation de modèle à suivre pour que le monde tourne bien. On est face à des pirates dont il faut bien se dire qu'à un moment donné, il faudra les mettre hors d'état de nuire, tu vois. Et on a ça chez nous avec Macron. Comment se débarrasser de la Macronie qui nous a fait tant de mal, hein. C'est pas ces idées qui nous ont fait tant de mal, là, c'est d'autres idées qui nous font beaucoup de mal, pour se rappeler de cette phrase. Et effectivement, ça me fait penser au film Idiocratie, hein, quand tu regardes le film Idiocratie et que tu vois quel est le président des États-Unis dans le film, c'est assez trumpien, tu vois. Et la question, c'est qu'est-ce que l'Amérique va avoir après Trump? Parce que c'est pareil, il est en bout de course.
hein. Soit il va y avoir une espèce de révolution interne, intérieure, plus ou moins violente, pour repositionner l'Amérique de manière, je dirais, sérieuse, crédible et sur une stratégie de long terme, ou soit elle va aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, est-ce que c'est pas Rubio, tu vois, qui serait mis en place à la place de Vance et qui lui aurait des objectifs, je te dis, qui n'ont pas grand-chose à voir avec une grande vision de l'Amérique. Pour moi, la question, c'est est-ce que Vance, qu'est-ce que va faire Vance en fait? Parce que normalement, il était le type qui devait succéder à Trump avec une équipe, l'âge qu'il fallait, une vision politique plus cohérente d'une certaine manière et plus stable, et qui se mettait en place. Rappelle-toi ses discours face à l'Union européenne, etc. Absolument. Et en ce moment, on a un Trump qui humilie et insulte Vance en disant tu n'es pas digne d'être mon successeur. Mon champion, c'est Rubio, et un Rubio dont la vision, c'est je vais me payer Cuba, en gros, tu vois, pour faire C'est plaisir au clair. chef, pour qu'il me donne la boutique. Et tout ça donne des raisons d'être pro-russe, hein, d'une certaine manière. Tu vois, c'est que Alors, euh, les acteurs raisonnables sont évidemment aujourd'hui Poutine et Xi Jinping. Quant à Modi, il me semble pas être délirant non plus, même s'il joue sur tous les tableaux. oui. Et vraiment, tout est focalisé pour moi sur qu'est-ce que va devenir l'Amérique très vite là. Qu'est-ce que va faire l'Amérique? Qu'est-ce que Ouais. devient l'Amérique? Et malheureusement, le plus gros danger pour le monde aujourd'hui est porté par l'Amérique qui, normalement, en 1945, était devenue le gendarme du monde, celui qui expliquait les nouvelles règles et qui était ce qu'on appelait cette mise en place qui passe par l'ONU et les règles économiques mondiales qui s'appelait la Pax Americana. On est Oui. totalement sorti de la Pax Americana. Aujourd'hui, on est face au chaos Americana, et Trump l'incarne parfaitement. Et on sait très bien que ce chaos Americana a un objectif à très court terme, c'est de ne pas renoncer à une hégémonie mondiale dont ils n'ont plus les moyens. Et effectivement, la phrase de Trump, c'est on n'a peut-être plus les moyens économiques, mais on reste quand même la Mais première puissance militaire du monde. et effectivement, c'est effectivement ce qu'il a dit à Xi Jinping. Ce qui est rigolo, c'est que Xi Jinping lui a dit nous, on est quand même une nation, une civilisation, il a dit, de 5000 ans, et vous, cette année, vous fêterez vos 250 ans. Bon, chacun à sa place. Alain, allez, on finit cette émission en 30 secondes, en 3 mots. Jekyll, Mr. Hyde, c'est affiche sur laquelle on a représenté Donald Trump. Lors du premier bilan, est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre Trump, ces 15 premiers mois? eh ben, je suis très déçu et je me sens trahi, évidemment. Et en même temps, je te dis, je prends du recul pour comprendre en fait ce que Trump incarne et qu'en réalité, c'est là que ça donne raison un peu à Todd. Tu sais, à Todd avec sa technique de l'école des annales et de regarder en fait les statistiques de ce qui fait sens sérieusement dans la politique et qui est au-delà et au-dessus de l'idéologie, hein, et du discours. Et je constate amèrement que Trump n'avait pas les moyens de tenir ses promesses et que malheureusement, ça serait un honnête homme, quelque part, il se retirerait en disant c'est au-dessus de mes forces, au-dessus de mes moyens, et comme je ne veux pas trahir, je retourne jouer au golf à Mar-a-Lago. Alors là, il se dit c'est au-dessus de mes moyens, au-dessus de mes forces, mais je vais quand même continuer à tenter des coups de poker un peu désespérés. Et comme je suis un clan familial, je vais en profiter pour que ma famille s'enrichisse à mort, pour que, tu sais, le côté clan familial, ça, il le fait. Et, Et en même temps, il fait du golf. Hein. Il fait du golf. Ça a été ouais, remonté de Donald Trump qui avait dit si je suis réélu, je ferai moins de golf, je m'occuperai plus des dossiers américains. Et bien, ça a été comptabilisé par les médias américains. Jamais Donald Trump n'a fait autant d'heures de golf payées par les contribuables américains euh, que depuis janvier 2024, date à laquelle il a été réélu. Voilà. Alain. alors, pour conclure, je dirais que le côté positif de Trump, c'est que c'est un accélérateur de l'histoire et un accélérateur de vérité. C'est-à-dire que, contrairement à Obama, à qui on donnait le prix Nobel de la paix pour maintenir, tu sais, pour continuer toutes les guerres impériales néoconservatrices et dont le faisait passer pour un type de gauche alors qu'il n'y avait aucune rupture fondamentale par rapport à cette politique très blanche et néoconservatrice, au moins Trump, et malgré lui, il y a une espèce de ruse hegelienne de la raison,
un vecteur, un accélérateur de vérité et un vecteur de vérité. On voit que les États-Unis sont un État voyou, on voit qu'Israël est un État dangereux pour le monde, on voit que le capitalisme financier américain est un destructeur de richesses. Voilà, le côté positif de Trump, c'est ça, c'est que son cirque nous dit beaucoup de choses. Son cirque nous dit beaucoup de choses, alors que tu vois, un président plus policé à la Biden, enfin, Biden était inexistant, mais je dirais plutôt à la Obama, continuerait à pouvoir cacher certaines choses. Là, au moins, il y a ce qu'on appelle une période d'apocalypse, je rappelle, période de révélation, tu vois, ça permet de voir, voilà. Trump, ce côté positif, c'est qu'il nous permet de voir, et j'espère de comprendre tous les mensonges accumulés par l'Amérique depuis des décennies, d'une certaine manière. Voilà, ça pète. C'est le mot de la fin, ça pète avec Donald Trump, le chef des pirates. Je ne sais plus comment tu as appelé la phrase. Oui, c'est le chef des pirates. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous le redis et je vous le rappelle, faites un j'aime, partagez cette vidéo avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous et suivez alain-soral.com, égalité et réconciliation également, bien entendu. Voilà, suivez toutes les vidéos. Et faits et documents. Faits et documents, parce que faits et documents, c'est les réseaux. C'est très important de comprendre que la politique, c'est beaucoup les réseaux. Il y a les idées, il y a les personnages principaux, mais le sérieux, c'est vraiment les réseaux. Et ben voilà. Merci Alain en tout cas d'avoir passé cette heure avec nous sur Divergence Politique. On est toujours heureux quand tu passes du temps avec nous. Ça nous éclaire. Et je te dis à très vite, à très bientôt. À très bientôt.